ces injustices et le complexe d'infériorité qu'affichent nos compatriotes, doublé du complexe de supériorité qu'affichent avec arrogance les colonialistes belges, sont, comme cela ressort clairement des rapports troublants des autres délégués, à la base du drame que l'Occident occasionne quotidiennement en Afrique. En plus de cette lutte pour la libération nationale immédiate, dans le calme, la paix et la dignité, notre mouvement s'oppose de toutes ses forces à la balkanisation du territoire congolais, sous quelque prétexte ce soit, car nous voulons préserver notre capacité d'intégrer un jour un État fédéral africain. De toutes les interventions qui ont précédé la nôtre, il s'est donc dégagé une chose pour la moins curieuse et à laquelle n'a échappé aucun peuple colonisé jusqu'à nos jours, c'est la patience et cette bonté de cœur proverbiale dont les Africains ont fait preuve depuis des millénaires, et ce, en dépit des vexations, des exactions, des discriminations, des ségrégations et des tortures physiques et morales de tout genre. Le souffle libérateur qui traverse actuellement toute l'Afrique noire ne laisse pas le peuple congolais indifférent. La conscience politique qui, jusqu'à ces derniers instants, était latente, virtuelle, se manifeste désormais ouvertement, s'extériorise et s'affirmera davantage au fil du temps, car il est dans la nature de vouloir les hommes libres. Ça, c'est même un Égyptien. Hein? Il est dans la nature de vouloir les hommes libres. Nous entendons nature ici au sens de nature. Nous sommes ainsi assurés de l'appui total des masses congolaises et de la réussite dans les efforts que nous allons déployer pour reconstruire notre pays et notre continent. Cette conférence historique qui nous met pour la première fois en contact avec les hommes politiques qualifiés de tous les pays frères d'Afrique et du reste du monde nous révèle une seule chose. Malgré les frontières physiques qui nous séparent, malgré les différences ethniques exacerbées, nous avons la même conscience, la même âme qui baigne jour et nuit dans l'angoisse, les mêmes soucis de faire de ce continent africain un continent libre, heureux, dégagé de toute inquiétude, de toute peur inutile, un continent qui reprendra, qui deviendra la locomotive du monde. Nous sommes particulièrement heureux de constater que cette conférence s'est fixée comme objectif la lutte contre tous les facteurs internes et externes qui constituent un obstacle à l'émancipation des peuples africains et à la réunification finale de l'Afrique au sein d'un seul et même État. Parmi ces facteurs, on trouve notamment le colonialisme, l'impérialisme, le tribalisme et le séparatisme religieux qui tous constituent une entrave sérieuse à l'éclosion d'une société africaine harmonieuse et fraternelle. C'est pourquoi, au terme de cette prise de parole, nous crions vivement à l'endroit de tous les délégués africains à bas le colonialisme et l'impérialisme, à bas le racisme et le tribalisme. Vive la notion congolaise, vive l'Afrique indépendante, vive l'État fédéral africain. Patrice Emery Lumumba. Ce discours, j'étais obligé de le lire parce que c'est ce discours qui prouve qu'en 1958, Lumumba était panafricaniste. Et beaucoup vont découvrir le panafricanisme seulement dans les années 1970. Et encore, ils vont dire que c'est une idéologie étrangère venue des déportés esclaves. Que les Africains eux-mêmes n'ont jamais l'idée de panafricanisme parce que les Africains sont attachés viscéralement au tribalisme. Voilà ce qu'enseignait Houphouët-Boigny. Voilà ce qu'enseignait Léomba. Voilà ce qu'enseignait l'abbé là, Fulbert Youlou. Voilà tous ces nègres, locodermisés et névrosés qu'on a mis à la tête des pays africains alors qu'ils n'ont jamais voulu l'indépendance. Et De Gaulle leur a dit, pourquoi vous vous inquiétez? Vous savez bien que la France va toujours vous protéger. Nous sommes obligés devant les Nations Unies de dire que nous avons transformé la colonisation en coopération. Donc, vous n'êtes pas indépendants, ne vous inquiétez pas. Car l'indépendance que nous vous proposons, c'est l'indépendance dans l'interdépendance avec la France. Vous êtes tout simplement
des territoires qui sont en voie d'autonomisation. Mais nous allons mettre des Noirs qui vont diriger ces territoires avec le zèle que même les Blancs n'ont pas pu pour diriger. Donc tout est dit. Tout est dit. Après on dit Focard va organiser ça. S'il y a des nègres qui s'amusent, assassinent-les. Et donc, il y a un nègre qui a dit non. C'est Sékou Touré. Quand Sékou Touré a dit non, De Gaulle était assis. Donc De Gaulle écoutait Sékou Touré parler. Nous préférons l'indépendant dans la dignité plutôt que, je ne sais pas, dans l'esclavage. De Gaulle a dit à Cornu Gentil, c'est de la France qui parle. On dit oui, parce que tout le peuple est là. On dit le grand Sili, il a frappé. Sékou, Sékou. Donc quand Sékou a parlé comme ça, De Gaulle s'est retiré. Il est parti voir Oufoué et Senghor. Et il a dit, il ne faut pas qu'il reste au pouvoir pendant une semaine. Il ne faut pas une semaine. Et il a même prévu celui qui va prendre le pouvoir. Vous voyez? Sauf que le scénario n'a pas eu lieu. Sékou Touré ne dort jamais au même endroit. Sékou Touré est présent tout le temps sur les antennes. Mais on ne sait pas d'où il est. Sékou Touré crée sa monnaie. Mais la France fabrique la même monnaie. Fausse monnaie. Et non, la monnaie s'effondre. Et Sékou Touré dit au peuple guinéen, il faut passer au troc. Ceux qui ont du riz donnent aux autres. Et les autres leur donnent de la viande. Et Sékou Touré lui-même va chercher du poisson. Donc des histoires incroyables. Donc la France voit que Sékou Touré tient. Donc elle envahit. Les mercenaires envahissent la Guinée. À ce moment-là, Sékou Touré qui est insaisissable organise la résistance. Donc, il capture tous les nègres qui étaient complices de la violence. Et la France dit que si Sékou Touré ne libère pas ces nègres, ils vont maintenant aller assassiner Sékou Touré. Donc, Sékou Touré a dit, ce sont des Guinéens. On dit non, leurs femmes sont blanches. Mais s'ils sont partis chercher des blanches, c'est leur problème et le problème des blanches. Mais ils sont Guinéens. Ils ont attaqué à la nation guinéenne. Et la constitution guinéenne ne reconnaît pas la binationalité, qui est une trahison. Donc nous allons faire comme la France a fait. On dit, qu'est-ce que la France a fait? La France a exécuté tous les traîtres. Et donc, Ted Diène, dans un numéro d'une revue française, a dit que c'était un spectacle apocalyptique. Les rues de France étaient jonchées de cadavres. Mais il fallait sacrifier les brebis galeuses afin que disparaisse la gale du troupeau. Ted Diène. Sékou Touré dit, pourquoi la France élimine les traîtres et ne veut pas que les nègres éliminent leurs traîtres? Donc, il va éliminer les traîtres. Donc, il les a menés dans un camp. Il y a même mes amis dont les pères ont été éliminés. Le camp Boiro. Et c'est son frère Ismaël Touré qui gérait cette affaire avec un groupe de gens qui disaient, vous avez trahi. Maintenant, pour voir que la France vous a dit qu'elle va vous protéger, n'est-ce pas? Ils ont dit oui. Bon, demandez maintenant à la France de venir ici pour vous libérer. Donc, ils ont envoyé des appels de détresse, les organisations des droits de l'homme. Pourquoi les organisations des droits de l'homme n'étaient pas là quand on tuait les Guinéens? On envahissait la Guinée. Donc, Sékou Touré fait un discours de près de 7 heures où il dit ce que c'est que la France. Un pays de conspirateurs, voleurs, pirates, menteurs, tout. Et on dit que le grand Sili est en action. Sékou Touré. Non. D'ailleurs, je vais même faire une conférence sur Sékou Touré, où je vais expliquer que Sékou Touré a été victime, en fait, du climat de complotite, afin qu'il devienne paranoïaque. Sékou Touré n'était pas quelqu'un de mauvais, c'était quelqu'un de bien. Et les victimes de Sékou Touré sont tout simplement les victimes collatérales de la lâcheté française. Voilà ma position, que je défends Sékou Touré comme un des rares nègres qui ont défendu l'Afrique. Il a commis 3 actes qu'aucun président n'a jamais commis. La CIA renverse le combat.
Sékou Touré ramène Nkrumah et le nomme président de la Guinée. Avec effet immédiat. On lui donne l'argent, tout. C'est Nkrumah qui dit non. Les Guinéens disent que... Sékou Touré lui a dit, c'est pas toi qui nous as dit qu'on forme un seul pays. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu vas prendre l'argent. Donc Sékou Touré le nomme et souhaitait qu'il soit au Conseil des ministres. Sékou Touré a dit que lui-même devient vice-président. Bon, donc c'était un peu bizarre parce que comment quelqu'un nomme un président? Ça veut dire qu'il est toujours président. Sékou Touré a nommé. Ensuite, Sékou Touré amène Amilcar Cabral, lui donne tous les moyens. Sékou Touré amène Stokely Carmichael, qui est expulsé des États-Unis. Il l'amène et il dit il va épouser la Sud-Africaine Myriam Makeba. Sékou Touré, Conakry est devenu le lieu d'exil de tous les Africains qui sont chassés de chez eux parce qu'ils ont lutté contre le néocolonialisme français. Conakry était devenu aussi un nid d'espions, des services secrets français. Donc Sékou Touré avait des espions d'espions. C'est-à-dire qu'il allait détrousser les Blancs. Tous les Blancs qui venaient en disant qu'ils sont venus juste pour le tourisme, tout ça. Sékou Touré les capturait. Et dit que, bon, tu es venu, tu es parti où? Il dit, je suis parti à Cancan. Tu es parti faire quoi là-bas? Non, j'ai été juste faire quelques photos des réserves. Non! Tu es parti chercher les petites filles. Ah non, hein? Si tu étais avec Bintou, oui. Donc, qu'est-ce que Sékou Touré dit? Tu donnes l'argent. Tu donnes l'argent, sinon tu bouges pas. Donc le Blanc vidait son compte. Ramenait. Et quand Sékou Touré prend l'argent, après il dit qu'il a créé un nouvel hôpital pour les nègres. Sékou Touré est mort sans argent. Il n'a jamais détourné. Des hommes comme ça manquent à l'Afrique. Des hommes comme ça manquent à l'Afrique. Sauf que Sékou Touré, au moment où il avait complètement perdu toute notion, parce qu'il voyait des complots tout le temps. Donc Sékou Touré a dit qu'il y a eu le complot Peul. Et donc il a exécuté Diallo Telli, qui est quand même un patriote panafricain. Vous voyez? Donc tout ça là, c'est parce qu'il y a eu l'utilisation par la France de certains Noirs, ce que la France n'a pas protégé. Sékou Touré a torturé Debana, Capet Debana, paix à son âme. Donc, le combat de Sékou Touré est un combat qui a été un combat conséquent contre la France, l'impérialisme français. Mais Sékou Touré a hébergé tous les dirigeants africains qui étaient en exil parce qu'ils étaient chassés. Il a hébergé les Camerounais, les dirigeants Abel Kingé, les dirigeants de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Donc cela veut dire que quand vous voyez un dirigeant africain qui héberge ses frères, comme Lumumba l'a fait à Kinshasa, etc. Donc ça veut dire que ce dirigeant-là, c'est quelqu'un qui fait partie de ce que nous appelons tout simplement les nouveaux cadres panafricanistes. Mais imaginez si Lumumba avait étudié Cheikh Anta Diop, avait étudié tous les livres du live. Mais vous imaginez ce qu'il aurait fait? Voilà pourquoi on les tuait avant qu'ils aient l'âge de 40 ans. Ils sont fauchés dans la fleur de l'âge. Et c'est fait exprès. On appelle ça des assassinats ciblés. La France a commis des assassinats ciblés en Afrique. Le temps nous manque pour égrener la longue liste des dirigeants africains qui ont été fauchés avant 40 ans. Et ceux qui n'ont pas été fauchés avant 40 ans, ils ont été mis en prison pendant longtemps. Comme le dirigeant du parti Sawaba au Niger, Djibo Bakari. Donc ce que nous voulons, c'est revisiter cette Afrique. Revisiter cette histoire qui est cachée. Revisiter aussi ce qu'on peut appeler les hauts faits d'armes et de gloire de nos héros. 7e question. Quels sont les mécanismes mis en place par les puissances impérialistes occidentales coalisées pour, entre guillemets, neutraliser Lumumba, selon la fameuse formule du chef d'antenne de la CIA au Congo, Serge Kovi? Voici un livre qui résume le projet de la guerre de prédation des États-Unis en Afrique. Depuis l'esclavage jusqu'à Barack Obama.
Et il y a un livre consacré à Barack Obama par un noir qu'ils ont caché, qui s'appelle The African Judah. Donc le Judas africain. Je ne sais pas s'il était Judas, mais je sais une chose. C'est que sous son règne, les Noirs ont subi les plus grandes bavures policières. Les Noirs se sont appauvris. Les économistes le disent. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc ça veut dire que les États-Unis n'ont eu qu'un seul projet en Afrique jusqu'à aujourd'hui. Ce projet, c'est être le leadership, exercer le leadership des gendarmes du monde impérialiste en Afrique, en mettant sous leur tutelle et sous leur curatelle les anciennes puissances qui avaient pratiqué l'esclavage et qui ont été aussi les puissances coloniales en Afrique. En d'autres termes, l'Allemagne a été privée de ses colonies. Mais cela n'a pas empêché l'Allemagne d'être devant la France sur le plan économique. Mais la France, pour garder ses colonies et les transformer en néocolonies, a eu besoin de l'expertise des Américains. Et donc la CIA a été le service secret occidental qui a formé tous les cadres de la DGSE, les services secrets français en Afrique. C'est la CIA qui les a formés. Mais la CIA, ces instructeurs militaires qui étaient censés être les plus puissants du monde occidental, eux, ils sont formés par le Mossad, le service secret israélien. Parce qu'il y a toujours plus expert que toi. Donc, ils appellent ça la sécurité nationale des États-Unis. Mais en Afrique, c'est quoi ça? Leur territoire national, c'est là-bas, c'est pas en Afrique. Donc, ils ont leur base d'Africom à Djibouti, à Diego Garcia, dans les îles Seychelles, à tous les endroits où ils peuvent empêcher l'Afrique de faire les trois choses qui sont interdites. Si tu fais ça, on t'assassine. En Afrique, ces trois choses-là, si tu fais ça, on t'assassine. La première chose, c'est empêcher les États-Unis d'accéder aux ressources énergétiques et minières de l'Afrique et aux matières premières stratégiques. Tu t'amuses, on t'assassine. Celui qui t'assassine même, c'est le chef d'antenne de la CIA dans l'ambassade de ton pays. Et lui, on l'appelle l'attaché militaire. Tu vois l'euphémisme. On dit l'attaché militaire. Mais une ambassade, c'est la diplomatie. Pourquoi on attache militairement les gens? Tu cherches même quoi? Même la mère se dit, mais pourquoi cette histoire de militaire? Bon, donc, le problème, c'est quoi? C'est que le président de la République d'un pays africain, qui a du pétrole, qui a du gaz naturel, qui a tout ce dont les États-Unis ont besoin, il ne doit pas avoir une vie privée que les États-Unis ne connaissent pas. Donc, sa propre garde prétorienne est infiltrée par la CIA. Voilà pourquoi on a assassiné Laurent Désiré Kabila. Parce que l'assassinat de Laurent Désiré Kabila a été imputé à un jeune qui fait partie de sa garde, qu'on appelle un Kadogo. Et ce jeune Kadogo, dès il aurait tiré sur le président, hein, quelqu'un est venu pour l'abattre, pour qu'il ne parle jamais. La garde rapprochée d'Amilcar Cabral a été infiltrée par la CIA. Et le garde du corps de Cabral était en train de manger. Et s'apprêtait à aller faire un discours pour les paysans. Et le garde du corps lui a dit, non, ton plat là, il est trop mal mis. Hein, s'il te plaît. Donc je vais te le poser. Il le pose. Cabral reprend pour manger sur maintenant. Et puis il tire. Mais à bout portant, rapproché. Cerveau! Il faut éclater le cerveau. Donc on lui a dit comment tu dois tuer. On lui a appris comment il doit tuer. Et tout de suite après, quelqu'un vient et te tue. On dit pourquoi tu as tué notre président? Et celui qui a dit pourquoi tu as tué notre président, il est devenu après un pro-américain. Et il a pris le pouvoir. En Guinée-Bissau et au Cap-Vert.
il est devenu un des leaders du PAIGC, le parti de Cabral. Même le frère de Cabral, il est louche. Son demi-frère, il était louche. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est qu'en Afrique que tu peux voir. Par exemple, le président de l'Algérie dit que la sécurité militaire algérienne, ils ont trop d'argent qu'ils volent dans le pétrole. C'est fini. Et il prononce le mot islam. Et tout d'un coup, le rideau s'ouvre derrière. Donc, quelqu'un fait semblant de lancer une grenade dans la foule. Donc, tout le monde se met en dessous pour se cacher. Et celui qui est derrière, il tire dans le dos du président Boudia. Et après, il part au niveau du rideau. Et on se rend compte après que le trou, il y avait un trou dans le mur. Il est parti. Et il a été pris par les gens qui lui ont dit de tuer le président Boudia. C'est-à-dire les mêmes généraux, Toufik et autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a attrapé quelqu'un qui fuyait pour ne pas être tué. On a dit tais-toi. C'est le sous-lieutenant Lambarek Boumarafi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les assassinats ciblés par la CIA, il ne faut pas laisser le témoin. Celui qui a tué ne doit pas parler. Pourquoi? Parce que s'il parle un jour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va dire, voilà, on m'a empêché, on m'a muselé, mais ce n'était pas moi. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait aussi pour l'assassinat de Kennedy. Celui qui l'a tué, on l'a laissé partir. Et on a attrapé Oswald. On a dit c'est toi. Ils ont attrapé quelqu'un qui n'a pas tué Martin Luther King, ils ont dit c'est lui. Ils ont pris 2 Noirs qui n'ont pas tué Malcolm X. Ils ont dit c'est vous. Hein, vous êtes de la nation de l'islam, c'est vous qui l'avez tué. C'est un règlement de compte. Donc le problème, c'est ce scénario identique qu'il y a eu pour Lumumba. Et nous approchons de la fin. C'est-à-dire, je vais dire exactement comment on l'a tué. Quel a été le scénario diabolique qui a été mis en place pour le tuer. Et donc, nous arrivons à la 8e question. Mais ce que je voulais dire tout simplement, c'est que la 7e question comportait une phrase. Il faut la reprendre, parce que ça va servir de transition. La 7e question. Voilà, la 7e question est celle-ci. Je la répète. Quels sont les mécanismes mis en œuvre par les puissances impérialistes occidentales coalisées pour, entre guillemets, neutraliser Lumumba, selon la fameuse formule du chef d'antenne de la CIA? Le chef d'antenne, c'est en même temps l'attaché militaire de l'ambassade des États-Unis. Donc c'est lui qui a dit pour la première fois, nous sommes arrivés à un stade où Lumumba devient une menace pour les États-Unis. Tant que Lumumba était une menace pour les intérêts des Belges, bon, on pouvait gérer. Mais maintenant, c'est pour les États-Unis. Et les États-Unis ne considèrent pas l'ONU comme qualifiée pour régler diplomatiquement la crise. À partir de ce moment-là, le règlement diplomatique est fini. Ce qu'il faut faire, c'est exécuter Lumumba. Mais dans le terme, c'est neutraliser. Donc, il y a un homme qui va être chargé parce que le blanc ne se salit jamais les mains. Le blanc va toujours mettre des noirs autour de toi pour dire c'est lui, eux qui t'ont tué. Donc, dans la chaîne de commandement des crimes politiques extrajudiciaires, il y a 4 niveaux de responsabilité. Le premier niveau, c'est ceux qui ont commandité et planifié l'assassinat. Les commanditaires. Donc, pour la première fois, nous allons dire leur nom. Parce qu'on cultive un mystère. Le deuxième niveau, ce sont ceux qui ont financé par la logistique l'opération. Quand un commando de tueurs se déplace, il se déplace avec une logistique, des moyens. Il se déplace même avec des appareils qui brouillent la conversation satellitaire. Il se déplace avec des moyens très importants que vous voyez dans les films d'espionnage. Troisièmement, le groupe qui va maintenant approcher sans qu'il se méfie.
Donc on appelle ça la toile d'araignée. La toile d'araignée. C'est-à-dire, Mobutu était dedans. Parce qu'il vient quand il veut dans la maison de Lumumba. Enfin, il faut créer le scénario qui va permettre maintenant de justifier la neutralisation. Et enfin, il faut faire l'assassinat. C'est comme ça que ça se passe. Dans le cas d'espèce, les choses sont très simples. Kasavubu, qui se prétend président du Congo, je dis qui se prétend président du Congo, reçoit l'ordre de Eisenhower, le président des États-Unis, de préparer tout le dispositif nécessaire pour provoquer la destitution du Premier ministre, que ne prévoit pas la Constitution congolaise. Donc, nous l'avons tous sur le discours, Kasavubu dit que puisque Lumumba a déchaîné la chasse aux Blancs, nos amis belges, et que la chienlit, le désordre, est devenu quelque chose qui échappe au contrôle des plus hautes autorités, il faut le destituer. Seulement, en le destituant, il a dit à Mobutu, empêche-le de sortir de chez lui, en mettant des soldats autour de lui. Donc, prendre en otage le Premier ministre. Or, le Premier ministre a été emmené par des blindés canadiens, des pays amis, pour prononcer à son tour la destitution de Kasavubu. Donc, jamais on n'a vu dans l'histoire de l'humanité un tas de désordre au sommet de l'État. D'ailleurs, le seul cas, c'est que Ouattara a dit qu'il est président. Et Gbagbo a dit je suis président. Donc, bicéphalisme. Mais sinon, le Premier ministre a dit je destitue, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution, Kasavubu pour haute trahison et forfaiture. Et je demande aux magistrats qui m'ont prêté serment d'étudier les poursuites judiciaires à envisager contre Kasavubu. Dès qu'il a dit ça, tous les Congolais sont sortis de la rue pour dire où est Kasavubu? On le veut. Je parlerai comme Bush, mort ou vif. Amenez-moi le félon Kasavubu. Or, Kasavubu est caché dans l'ambassade américaine. Donc ça fraude. Intelligence avec l'ennemi. C'est à ce moment maintenant que Mobutu entre en action. Il dit à Lumumba, bon, tu sais très bien que c'est moi qui détiens l'armée. Lumumba a dit, j'ai confiance en toi. Tu sais, on a fait le plan ensemble. Tu seras bientôt même toi-même président quand je quitterai le pouvoir. Mobutu prend sa voiture et va dire à l'ambassadeur des États-Unis que Lumumba dit qu'il va faire une déclaration à 20h. Et au cours de cette déclaration, Lumumba va demander à ce que le peuple se constitue en milice pour défendre les acquis de l'indépendance. Et que Lumumba prétend que c'est lui, Mobutu, qui va prendre la tête de cette milice. Donc les Américains lui ont dit, avant 20h, il faut le capturer et le mettre en résidence surveillée. N'est-ce pas, Joseph Désiré? Oui. Désiré, il est désiré. Donc, quand Mobutu va, Mobutu amène maintenant des soldats ivres de haine contre Lumumba et fait croire aux Ghanéens casse-bleu et aux Marocains que c'est Lumumba lui-même qui a signé le papier. Comme quoi, il faut le protéger. Qu'il a besoin des Congolais pour le protéger. Donc ces Congolais empêchent Lumumba de sortir de chez lui. Donc la déclaration n'a pas lieu. Mais Lumumba a l'idée de faire la déclaration depuis son domicile. Qu'est-ce qui se passe? On a débranché tous les courants. Pour qu'il ne jamais pu. Donc, Lumumba dit, où est Mobutu? Mon frère! Et Mobutu montre maintenant
sa face d'une cynique. Mobutu dit ceci, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de neutraliser les deux têtes de l'exécutif. Donc je te neutralise aussi. Comment? Tu me neutralises, moi? Je ne te demande pas si tu es au courant ou pas. Je dis si tu bouges, tu seras battu comme un chien. Reste là. Donc il reste dans la résidence surveillée. Et Mobutu vient tous les jours pour voir si son prisonnier est là. Pendant ce temps, on a dit à Mobutu, ton salaire a été multiplié par 100. À partir d'aujourd'hui, tu es protégé toi-même par la CIA. Ta maison, tout. Donc quand Lumumba dit, je veux parler à Mobutu, malgré ce que Mobutu lui a dit, il dit non, c'est pas Mobutu. On lui a obligé. C'est un gars bon, je vais lui parler. Mobutu dit, le jour où je vais te parler, ce sera le dernier jour avant que tu entres dans ta tombe. Moi, je ne te parle pas, moi. Je ne te connais pas. Alors que c'est lui qui l'a nommé. Je ne te connais pas. Donc, Mobutu dit que quiconque fait une manifestation dans le pays pour soutenir Lumumba sera battu sans sommation. Donc, les gens sont traqués dans les quartiers. On les empêche de s'exprimer. On étouffe, on tue les meneurs. C'est dans ce contexte que Lumumba apprend le décès de sa fille de 1 an. Le doyen a tout expliqué. Donc on a humilié sa femme, Pauline. Mobutu l'a dévêtue. Elle était presque nue. On l'a mise dans la rue pour que tout le monde regarde. Et des gens crachaient. J'ai les photos. Mobutu a fait ça. Et lorsque ils ont fait tout ça, la dame, elle a quand même accepté, encaissé les coups, tout. Elle est venue maintenant dans la résidence. Elle a dit non, il faut les laisser emmener le corps. Parce que leur problème, c'est le corps de l'enfant. Et c'est là où Lumumba décide que ceux qui vont dans son entourage domestique, qui viennent faire le ménage, Lumumba se déguise en un de ces domestiques et il rentre dans la voiture et il sort, il part. Seulement ce qu'il oublie, c'est que les gens même qui sont dans la voiture, qui le conduisent, c'est les gens de Mobutu. Donc des villageois parviennent à le récupérer et il sort. Quand il sort maintenant, c'est un piège. Et il se rend encore, il revient sur les lieux avec ses assassins pour défendre sa femme et l'honneur de sa fille en disant c'est moi votre premier ministre, c'est moi qui vous commande. Ce qu'il a oublié, c'est que ces gens qui sont habillés là, c'est comme des dozos. Par exemple, il y a des dozos qu'on appelle chasseurs traditionnels qui tuent les gens. Et donc quand on enlève leur habit, on se rend compte que c'est des gens qui ne sont pas chasseurs traditionnels. C'est des tueurs qui se déguisent en dozos pour discréditer les initiés. Des faux dozos nègres. Donc, à un moment donné, que s'est-il passé? C'est des faux soldats. Mais c'est des mercenaires. Parmi lesquels les pires, les mercenaires des pires ennemis de Mobutu. Ils le prennent et ils appellent Mobutu. Et Mobutu regarde Lumumba, Okito Mpolo, en train de se faire torturer. Et le chef d'antenne de la CIA lui dit, il faut expédier le cadeau au Katanga. Le cadeau, c'est Lumumba. Donc, ils ont tapé, tout ça, arraché, c'est fait des choses. Ils ont fait, je ne peux même pas dire ce que c'est en masse. Donc, pendant tout le chemin, les instructeurs belges sont là et regardent. Pour être sûr que il va arriver au Katanga. Donc le colis est réceptionné par Munongo Godefroy, qui a fini par dire que celui-même est mort dans des conditions incroyables. Quant à celui qui a fait la sécession, ça dit Moïse Tchombe, lui, ils l'ont mis dans un avion. Il a cru qu'il partait tranquillement en voyage et on l'a amené en Algérie. Et les Algériens ont dit, ok, on ne te lâche plus jamais. Toi, tu me dis tout. Lui, il a tout dit. C'est à partir de tout ça que nous avons pu reconstituer le scénario de la mort, de la fin de Lumumba. Donc, nous sommes le 17 janvier 1961. Nous sommes
à Tisville. Donc, le renégat était là. Crapaud, Lumumba est donc déjà vidé de son sang. Et il est mis par terre comme un gibier comme ça. Et les Blancs lui donnent des coups de pied. Les Blancs maintenant, mais tout en disant qu'il donne des coups de pied, il dit le premier qui prend des photos, il va voir. Donc, pendant qu'il faisait ça, on prend coup de godasse, on éclate le nez de Lumumba, le sang pisse comme ça. On prend son oreille, on dit à un autre noir congolais, vas-y, bouffe ça. Bouffe, sinon on te tue. Donc il arrache l'oreille avec ses dents. Bouffe à balle. Et donc, ceux qui sont dans le groupe qui torturent comme ça, certains Congolais, ils ont peur. Parce qu'ils se disent, comment un être traité comme ça? Mais les Blancs leur disent, Tchombé! Tchombé, c'est le chef de la sécession selon les Blancs. Mais c'est un Blanc qui dirige en fait. C'est X15 qui dirige. X15. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, Tchombé! Tu es cannibale! Voilà comment on parle au chef de la sécession. Montre-nous tes talents de cannibale. Vas-y, bouffe l'orteil. Bouffez-le. Donc, à un moment donné, Ludo de Witt, c'est un auteur belge qui a écrit un ouvrage célèbre intitulé L'assassinat de Lumumba. Il décrit cette journée. Donc, il dit qu'après l'atterrissage de l'avion DC-4, Lumumba était déjà presque agonisant. Tellement il a été l'objet de torture. On prend des grosses cigarettes, on était dans un nez. En fait, inutile, au lieu de lui donner la main. Tout ça, c'est l'expression de la haine des Blancs qui ont dit aux Noirs, vengez-nous. Mais ne dites pas que nous, on est dedans. On n'est pas dedans, on est juste là, on donne les directives. Très bien. Ouais, voilà. L'assassinat de Lumumba, de Ludo de Witt. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'ils sortent, des soldats congolais de Mobutu, en fait, la garde de Mobutu, livrent tous ses compagnons, les 10 hommes. Et ils s'acharnent sur toi. Okito, Mpolo et Lumumba. Les autres sont attachés comme des animaux. Et petit à petit, on leur arrache l'oreille. Voilà. Donc, à un moment donné, on dit, il faut faire un interrogatoire. Donc, il faut mettre la tête de Lumumba dans le lot. Comme ça, si Lumumba ne parle pas, quels sont ses rapports avec nous? Les Ghanéens, c'est vous trouvez. Non. Parce que le chef d'antenne belge, la sûreté belge, et la CIA, lui fait des rapports directement. Pour dire voilà ce que nous avons appris, voilà ce que... Voilà. Nasser, l'Égyptien, voilà ce qu'il fait. Hein? Et voilà ce que fait le responsable du FLN. Hein? Voilà comment ils ont fabriqué le mouvement. Bon, nous allons dire au monde entier qu'il est communiste. Il est athée. Or, tous les Congolais, ils croient en Dieu. Donc, en fait, c'est un Satan. Et en fait, il n'est pas communiste. Lui-même croit en Dieu, Lumumba. Mais on va dire, nous allons dire qu'il est communiste et qu'il a décidé de détruire toutes les traditions des Congolais. Parce que c'est des fétiches. Donc, à un moment donné, l'interrogatoire, il dit, mais tuez-moi! J'ai rien à ajouter. Un autre coup qui enlève les dents. C'est une des dents que prend le blanc, qui exhibe en disant que lui, il a le trophée des dents de Lumumba. Il montre à la télé et pas de poursuite. En Belgique. Donc après, on les achève maintenant. Non pas à l'endroit où on a dit qu'il a tenté de s'évader dans cet état. Comment il peut s'évader dans cet état?
Donc, on l'a amené. Et on a dit maintenant, il faut amener une bassine remplie d'acide. Mais avant, il faut découper le corps à la scie. Donc, de son vivant, il voit qu'on est en train de découper en petits morceaux. Et ils ont ajouté une phrase très intéressante. Il faut lui faire la statuette d'Osiris. Ça dit 7. Ils sont courants. Des pratiques sataniques s'y tiennent. Il faut lui faire la statuette. Parce qu'une statuette d'Osiris a été trouvée au Shabbat. Qui prouve que les gens vénéraient Osiris. Il faut lui faire Osiris. Il faut lui faire comme Osiris. Donc on découpe. Et c'est un Congolais qui est obligé de découper. Et comme il ne découpe pas assez, hein, on prend la scie et puis on a failli lui trancher la gorge. Après, il a découpé maintenant. Vite! Et quand on a fait tout ça, on a mis maintenant la tête de Lumumba. Et on a dit, tout le monde crache sur sa tête. Donc les gens crachaient sur sa tête. Et il y a un Belge qui a dit, non, il faut pisser dessus. Il faut pisser dessus. Donc ils ont fait tout ça, alors qu'il était gamin. Et ils insultent la tête. Hein, c'est toi le premier ministre, hein? Négro. Donc tous les autres nègres étaient là. Bon, parfois quand je dis ça, j'ai même les larmes aux yeux. Mais ce qui est sûr, c'est que le corps va être dissous dans l'acide. Et ils ont dit, il ne faut jamais qu'il y ait une sépulture ou un endroit où les Noirs vont dire, nous allons célébrer le martyr. Jamais. Il faut un corps sans sépulture qui disparaît dans l'acide. Voilà pourquoi jusqu'à présent, les enfants de Lumumba, ces petits-enfants, n'ont jamais fait leur deuil. Il n'y a pas un endroit. Il y a une statue que celui qui l'a livré, Mobutu, a fait, en disant, je décide qu'il est héros national. Cette statue est maudite. Cette statue est maudite. Donc, ce que nous voulons faire d'abord, c'est un mausolée pour Lumumba. Nous voulons faire un mausolée pour Lumumba. D'abord, nous voulons rapatrier les restes de Marcus Garvey en Afrique. Ensuite, nous voulons faire un mausolée qui est en même temps un lieu et un centre d'étude de la pensée panafricaniste de Lumumba. Et le doyen a 70 ans. S'il n'avait pas 70 ans, nous allons le nommer président d'honneur et conservateur en chef. Parce que ça fait depuis 32 ans que ce doyen, il célèbre Lumumba contre la vie de sa famille. Contre la vie de sa famille. Parce que le problème, c'est le nom de Lumumba. Il était interdit de prononcer ça. Jusqu'à ce que Mobutu lui-même prononce en disant il est héros national. Et quand il a prononcé, il a fait semblant de pleurer. Tu vois, il fait semblant de pleurer. Parce que des fois comme ça, il pleure. Il pleure même pas. Par exemple, à un moment, quand il était obligé de concéder la démocratie, il a dit, comprenez mon émotion. Parce que c'est des nègres qui sont des renards de l'hypocrisie. Tu vois. Donc, lorsqu'il a fait semblant de pleurer, il a dit à tous les Congolais, rentrez dans vos chaumières, dans vos maisons et faites un hommage au héros national congolais. Et donc, beaucoup de Congolais, abusés par les Belges, les Américains, les Français, ont fait de Lumumba un tribaliste, xénophobe, ce qui était tout le contraire. On fait de lui un nationaliste anti-blanc. Et c'est comme ça que beaucoup de gens croient que Lumumba était en fait. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Et si nous n'avions pas fait nos propres recherches, nous aurions cru parce que ça vient des Congolais. Et tous les Congolais qui disent du bien de Lumumba, ils n'enseignent pas dans les universités. Ils sont ostracisés, discriminés dans leur propre pays.
Voilà pourquoi, lorsque cet auteur a fait ce qu'il a fait, en écrivant ce témoignage, parce qu'il y a beaucoup de témoignages sur Lumumba, mais il y a un homme qui a dit, on peut transformer Lumumba en messie et dire on est lumumbiste, on est pour le lumumbisme. Mais en fait, le lumumbisme, c'est quoi? C'est tout simplement un terme pour dire que Lumumba est un sauveur. Donc il y a une image qui montre Lumumba comme Jésus-Christ. Donc cette image, on met ça dans les églises du sommeil, qu'ils appellent église du réveil. Donc on dit Lumumba, ton esprit doit nous amener beaucoup de fidèles. Tout ça. Donc c'est ça. Et cet homme, il vivait au Congo-Brazzaville. Et il était un des partisans de Lumumba, pas du lumumbisme, de la pensée visionnaire, souverainiste, panafricaniste de Lumumba. C'est ce que j'ai dit ce soir. Il s'appelait Pierre Moulélé. Pierre Moulélé. Pierre Moulélé. Il a dit, on ne va jamais lâcher le combat. On va réhabiliter Lumumba. Mais la seule façon de réhabiliter Lumumba, ce n'est pas de faire des incantations magiques sur un prétendu héros que vous avez été incapable de sauver de la mort. Une mort ignominieuse. Ce qu'il faut faire, c'est donner l'indépendance au Congo, rétablir la souveraineté du Congo et mettre le Congo comme fer de lance des États-Unis d'Afrique. Je pèse mes mots ce soir. Pierre Moulélé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mobutu a dit qu'il a les opposants de Marianne Gwabi, qui lui-même a été assassiné par Sassou Nguesso, son ministre de la Défense. Il a envoyé un commando pour le tuer. Et après, il a désigné maintenant des gens qui n'étaient de faux coupables. Et il a organisé leur exécution publique. Donc, on a organisé l'exécution de Massamba Débar, le socialisme bantou, l'homme qui n'a jamais volé un centime, intègre. Le cardinal Bianenda a été assassiné sans raison. Le capitaine Kikadidi et leurs proches aussi. Et après, ils ont fait une grande parade où les grands dignitaires du Parti congolais du travail, ils sont venus en deuil, dont celui qui a ordonné le meurtre, Sassou Nguesso. Un démon, Sassou Nguesso, un démon. Un démon. Et les Congolais me disent, oui, mais si tu dis des choses comme ça, tu sais que le professeur Obenga est là-bas. Je me moque. Je ne me détermine pas par rapport à ce que fait le professeur Obenga, ni ce qu'il dit. Le professeur Obenga, c'est l'homme qui a apporté la connaissance scientifique. Et c'est ça que nous comprenons. Nous ne sommes pas comptables de ces choix politiques. Nous considérons que tout compromis avec Sassou Nguesso est une forfaiture indigne de Cheikh Anta Diop. Telle est notre poésie. Donc ça veut dire ceci. Il faut que les Africains comprennent que nous ne sommes pas attachés à des hommes. Nous suivons les principes. Les principes de la maths sont inamovibles, intangibles, immuables depuis la nuit des temps, depuis le temps de rêve. Ce ne sont pas les vicissitudes de la vie politique congolaise qui vont changer la maths. Voilà pourquoi nous avons dit que nous considérons Sassou Nguesso comme un traître à l'Afrique et un criminel. Voilà notre position sur Sassou Nguesso. Alors, les gens m'ont dit, mais Kovi, est-ce que tu vas pouvoir vendre tes livres au Congo-Brazzaville? Je n'y vais pas. Je suis téméraire, mais je ne suis pas encore suicidaire. Par contre, les nègres vont vendre ça là-bas. Les nègres vont vendre. Et chaque nègre qui vend ça à poté-poté, qui vend ça, tout ça, il a un pourcentage que Narmer et moi va lui donner. Pour le reste, c'est un assassin, un criminel. Donc, cela veut dire que Pierre Moulélé fait confiance à Ngouabi, le même Ngouabi qui a été assassiné dans ces conditions. Et donc, Ngouabi dit, nous, on va vous protéger jusqu'à ce que vous libérez le Congo. Or, c'est juste un fleuve qui les sépare. Pendant qu'il dit ça, il oublie que son entourage est noyauté par les agents de Mobutu.
Donc Mobutu sait exactement comment se déplace Pierre Mulele. Comment tout se passe. Et maintenant, on envoie quelqu'un, on fait un scénario de réconciliation à la nègre. Et on dit, Pierre Mulele, Mobutu veut que tu rentres. Il te garantit la sécurité au nom du président du Congo-Brazza, qui est le chef révolutionnaire du marxisme-léninisme. Tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pierre Mulele dit à ses partisans, on y va. Incroyable. Donc, les gens disent, s'il va, même si on lui tire dessus, les balles ne rentrent pas. Parce qu'on l'a blindé, tu pars. C'est le genre de blindage dont je ne veux même pas pour mon fils. C'est quoi ces histoires? On t'envoie du plomb dans le ventre, tu dis que ça rentre pas? C'est quoi ces histoires? Donc, à partir de ce moment-là, il arrive. Mobutu fait semblant de l'accueillir. Limousine, Mercedes, tout. Et Mobutu dit, bon, il va avoir un entretien avec lui. Ils arrivent là-bas. Mobutu ordonne à Saga, il faut le découper en morceaux. Il faut le massacrer. Mais la façon dont on l'a massacré, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire, et quand Mobutu l'a bien tué, parce que lui, il avait fait un maquis dans une région qu'on appelle Kwilu. Et le peuple avait été rassemblé comme la révolution paysanne. Les paysans ont pris le pouvoir. Mais Pierre Mulele oublie le jour. Tu ne peux pas mener un combat quand tu ne sais pas si même l'endroit où tu es dans la forêt là, c'est surveillé ou pas. Il voit des femmes du village. Il les appelle pour faire la fête avec eux. C'est-à-dire, vous faites la guérilla, vous faites la fête en même temps. Avec des inconnus. Ces femmes-là, c'est les gens de Mobutu. Donc, les femmes sont belles. Or, ça fait longtemps qu'ils sont dans le maquis, ils n'ont plus vu de femmes belles. Alors, quand c'est comme ça veut dire que ça fait l'effet sauterelle. Commence à sauter comme n'importe comment. Donc, on les a cernés. Et quand on l'a tué, ce qui est grave aussi chez les Noirs, quand on tue le meneur, il n'y a plus de mouvement. Tous les autres fuient. Et c'est pour ça qu'on le tue sauvagement. Pour que vous n'ayez plus jamais envie même de faire ça. C'est comme ça que cette révolution populaire du Kwilu est partie d'elle-même. Une fois qu'on a décapité et montré le corps, les mutilations subies par... Sauf qu'on ne l'a pas mis dans l'acide. C'est tout. Mais le corps a été... Une partie a été jetée au chien. Donc c'est comme ça que les nègres se sont traités entre eux. Et quand vous voyez des choses comme ça, la première chose que les blancs disent, c'est si vous vous traitez comme ça entre eux, alors que c'est eux qui disent de le faire. Comment voulez-vous que nous les blancs, on ne soit pas durs avec vous? Vous ne méritez même pas de vivre. Comment vous traitez les vôtres comme vos semblables? Eh bien c'est cette haine viscérale qu'ils ont semée au cœur de chaque noir que nous voulons extirper. Ce venin de la méfiance que nous voulons extirper du cœur de chaque noir. Et nous ne pouvons le faire que par une grande cure de désintoxication mentale. C'est-à-dire une révolution mentale, spirituelle, morale, psychologique, qui va affranchir l'homme africain des démons qui le hantent. L'homme africain, tel que Sassou, tout ça, c'est des nègres anti-nègres. C'est-à-dire, c'est des nègres dressés pour tuer d'autres nègres. Comme ça, ils ont des belles voitures. Ils prennent des costumes à 8 000 €. Des costumes à 8 000 €. Et ils mettent ça. 2 jours, après, ils rangent. Et après, il vient pour regarder les costumes. Juste regarder. 8 000 €. Un monstre. Un monstre comme ça, sous des eaux. Donc, ce que je voulais dire, c'est que souvent, ils pensent que comme j'ai dit Lumumba, je n'allais pas parler de Congo-Brazza.
Et ils disent, mais pourquoi il a attaqué le Congo? Parce que tout ça est lié. Tout ça est lié. Donc, chacun reçoit sa décharge. Le moment venu. Parce que maintenant, il n'est plus question de ménager des gens qui sont, pour moi, les hommes qui ont fait que l'Afrique est dans cet état. Ce ne sont pas juste des criminels. Ce sont des gens qui ont tué l'espoir. Des assassins de l'espoir. Des assassins de la maths. Ce qu'ils ont fait, c'est du maticide. Ce sont des êtres vampiriques, maticidaires. Tel est le cas de Ouattara. Tel est le cas de Sassou Nguesso. Tel est le cas de Faure Gnassingbé. Tel est le cas de celui qui se dit en convalescence, Ali Bongo Odimba. De Idriss Déby Itno. Tous ces gens qui gangrènent l'Afrique et polluent son image. Donc, quand on a des Lumumba, on peut se dire, au moins, on peut donner des contre-exemples face au malaise nègre. Comme ça, les gens disent, non, ils ont quand même des gens qui ont sauvé la race. C'est cette mission de sauvetage de ce qui peut encore l'être que nous sommes en train de faire actuellement. C'est une mission difficile. Et nous sommes nous-mêmes des cibles. Évidemment. Mais, comme l'a dit quelqu'un, je vais le citer à la fin. Comme il l'a dit, la misère vient de ce que l'homme craint, la mort. Car s'il savait ce que c'est la mort, il saurait que c'est une délivrance. Parce que la vraie mort, c'est de rester en vie pour voir l'état actuel des nègres. J'aurais voulu naître à la période de toutes nos histoires. J'aurais voulu naître à la période héroïque, au lieu d'être aujourd'hui, tout simplement, un pompier pour des nègres qui sont sinistrés. Et sur le terrain du sinistre, lorsque les urgentistes interviennent, et nous sommes les urgentistes, nous sommes les négro-thérapeutes de l'urgence. Lorsqu'ils interviennent, ils découvrent 3 catégories de victimes. Il y a les morts. S'ils sont morts, pourquoi vous allez prendre leur poule? Pourquoi vous prenez du temps pour dire, ah, celui-ci, est-ce que c'est veine? C'est quoi ça? Eh bien, ceux que j'appelle comme ça là, c'est qui? C'est les Ouattara. C'est des morts vivants. Ce sont des cadavres ambulants. Ils seront d'aucune utilité pour la cause humaine et pour l'Afrique. Ensuite, il y a les blessés graves. Mais tout le temps que vous avez perdu pour vous occuper des Ouattara, mais il faut vous occuper des blessés graves. Les blessés graves, c'est qui? C'est nos enfants que nous mettons au monde et qui vont vivre l'enfer s'il n'y a pas les États-Unis d'Afrique. On ne sait même pas dans quel état ils seront dans 50 ans, nos descendants. On ne sait même pas. C'est le seul peuple qui n'a aucune idée de ce qui sera dans 50 ans. Les Chinois savent déjà. Ils seront plus de 4 milliards et demi. Ils vont dominer le monde. Ils vont peupler tout le monde entier. Pas seulement Belleville. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu ne t'occupes pas des blessés graves, nos enfants, nos princes et nos princesses, sont les blessés graves qui subissent les dommages collatéraux de notre impuissance collective. Il faut les évacuer. Et il faut leur donner la connaissance. Il faut d'abord leur donner la science. Ensuite, ils vont partager cette science. Ça s'appelle la conscience. Conscientia. Ensuite, ils vont faire la renaissance. Le mot d'ordre, c'est la science et la conscience au service de la renaissance. Et ce sont eux qu'on doit faire. Parce que c'est eux l'avenir. C'est eux qui vont le faire. Nous, on ne verra pas la terre promise. On ne verra pas la terre promise. Ensuite, il y a les autres. Les blessés légers. Les blessés légers. C'est qui? Mais c'est les homotounés. Parce qu'au moins, c'est léger. Parce qu'ils savent au moins pourquoi on souffre. Il y en a qui disent même qu'on ne souffre pas. Parce que nous, samedi, on est en boîte.
On a deux copains, on danse. C'est vous qui inventez tout ça. Que nous souffrons, alors que les Blancs nous aiment. Vous inventez tout ça. Kovi, tu inventes ça. Parce que toi-même là, Kovi, si les Blancs ne t'aimaient pas, hein, tu crois que tu serais même en train de prendre le métro? Donc, les Agbo, Nicolas, Ama Mazama, Dumbi Fakoli, Bwemba Bong, Lisa Aubry, tous ces gens-là, ce sont ceux qui doivent être secouristes alors qu'ils sont blessés légers. Ils doivent vaquer à leur tâche. Mais pour qu'ils vaquent à leur tâche, il faut leur donner les moyens d'accomplir cette tâche. Ce qui veut dire qu'il faut un lobby économique puissant. On ne peut pas mener un combat dans un système capitaliste sans avoir les moyens de créer ces institutions. Tout le reste, c'est tout simplement des vociférations qui sont des signes d'impuissance. Des jérémiades. On en a assez de jérémiades. On entend des chansons. Nous sommes un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes un peuple qui ne veut plus souffrir. Tu ne veux plus souffrir? Eh bien, gagne l'argent. Moi, je ne veux plus souffrir. Je fais des lives. Tu ne veux pas souffrir? Eh bien, deviens porteur de projets panafricains. Avec l'argent. Et déjà, l'argent commence par la vente des livres. Si les nègres eux-mêmes ne font pas une bibliothèque avec les 500 livres qu'on va leur proposer pour donner ça à leurs enfants, comment voulez-vous que demain, on puisse nous-mêmes faire des projets en Afrique, dans Back to Africa Project? Comment on fait? Voilà donc pourquoi la finalité des lives, c'est de créer aussi une économie circulaire, où l'argent circule dans la communauté, n'en sort jamais. L'argent doit circuler. Même 1 centime, il ne faut plus donner. 1 centime. Parce que si tu prends 1000 fois 1 centime, toi-même tu vois ce que ça fait. Donc à force de donner le centime, on est retrouvé nous-mêmes. On ne veut plus un sou, on ne vaut plus un sou. Mon hommage à Lumumba, mon hommage à Pierre Moulele, mon hommage à tous les compagnons de la lutte pour la souveraineté du Congo. Mon hommage, je le rends aussi à tous les Congolais qui m'ont édifié sur le Congo. Au terme de ce hommage, je voudrais penser à mon frère Mouba Bingue Bilolo, égyptologue congolais. Et je pense aussi à tous ceux qui aujourd'hui sont au Congo en train d'écouter le live. Parce que si le doyen est venu, c'est parce que tout Kinshasa dit que Kovi Gomez va parler de Lumumba. Ce qui d'ailleurs, pour moi, est un pseudo-événement. Mais ils en ont fait un événement, comme un match de football. Ah, je dis que Kinshasa actuellement, là où on boit les bières, ça, on doit être en train de crier que Kovi a attaqué ça. Que Kovi a attaqué ça. Mais au-delà de ce spectacle, parce que c'est un peu du spectacle, il faut qu'on s'organise. On s'organise économiquement. Il faut qu'on s'organise spirituellement. Qu'on ait nos temples d'Amon-Ré. Qu'on s'organise au niveau de l'éducation. On ait les maisons de vie chez Kantadiop. Il faut qu'on s'organise. Car l'organisation est la seule manière de survivre quand on est en position de disparaître. C'est notre bouclier. L'organisation, c'est le seul bouclier. Je voudrais, au terme de cela, répondre à la toute dernière question, je pense. Voilà, je vais lire la 8e question à laquelle tu viens de répondre. Comment et par qui Lumumba et ses compagnons d'infortune ont été livrés aux sécessionnistes du Katanga pour être assassinés? Donc là, nous venons d'écouter la réponse. Nous allons donc pouvoir enchaîner avec la 9e et l'avant-dernière question qui est celle-ci. Que représente dans la mémoire collective du peuple noir la figure historique de Patrice Emery Lumumba dans le panthéon des martyrs du panafricanisme, entre guillemets? Serge Kovi. Il est impossible de ne pas prendre ce passage du livre, page 289 et suivant, intitulé « Adieu Lumumba ». Moi, je serais tenté de dire ce n'est qu'un au revoir. Car Lumumba est partout dans nos cœurs.
Lumumba n'est pas mort. Les gens confondent l'ensevelissement d'un corps, la dislocation d'un corps, avec ce qu'on appelle la circulation perpétuelle de l'énergie. Cette énergie s'appelle le cas divin. Donc nous parlons de la personne physique de Lumumba, mais par-delà cette personne physique, nous nous adressons à son cas divin. En ces termes, tu es pur esprit. Tu es le bas qui vole dans les cieux infinis. Tu es la force qui anime la foudre. Tu es le souffle qui se dilate à travers le bruissement du vent. Tu es le cas divin. Lumumba, le fils du Congo, le fils de Kemet, de Kamita. Lumumba, vivant. Lumumba, survivant. Lumumba, l'éternel. Tu appartiens au peuple de l'éternité. Tu es celui qui a accompli ce qu'il y a dans le livre de l'éternité. Et tu es celui qui prépare l'œuvre d'éternité. Oh Lumumba, tu es Osiris, subissant la passion, la dislocation, le démembrement, la dispersion et les 54 entités non viables d'Afrique qu'on appelle les États-nations. Ce sont les matérialisations de ton corps. Oh Lumumba, tu as été supplicié pour avoir entrevu l'espoir. Tu as été humilié pour avoir cherché le savoir. Tu as été anéanti pour avoir renoué avec la mémoire. Oh l'Osiris Lumumba, tu rejoins les champs Diallo afin de retrouver ta mère, Mat, ta mère, Séchat, ta mère, Nabintu Neftis, ta mère, Aïssatou, Isis, ta mère, Sekhmet, qui t'apprend à poursuivre le combat. Au cœur même des champs Diallo, la région des Grands Lacs, sublimée et transformée en un espace de liberté pour l'éternité. Dernière question, c'est donc la 10e. À titre personnel, quelle leçon majeure tirez-vous de votre lecture méthodique de l'ouvrage de Thomas Kanza intitulé Ascension et chute de Patrice Lumumba? Serge Corville. Quand on parle de leçon, ça veut dire qu'on désire apprendre. Quand on désire apprendre, cela signifie qu'on sait qu'on ne sait rien. La première leçon est donc une leçon d'humilité que j'ai effectivement puisée à travers cette image angoissante de l'humiliation de Lumumba. Mais ceux qui ont humilié Lumumba se sont humiliés eux-mêmes à leur insu. Et pour moi, il y a des millions de Lumumba qui sont en train de naître. Au Niger, au moment où nous parlons, nos mamans sont en train d'accoucher des Lumumba. Au Bénin, à Bomé, à Lada, à Dansa, Togudo, je m'adresse à tous les Béninois. Nous sortons le Gokouya, à Voinkono Gogudoa, Fille di Hunkantuedo, Finedian Lekoa Dana. L'homme qui met son pagne autour de vous, il est impossible qu'il ne puisse nouer son pagne par un nœud. Car celui qui prend son envol et voyage vers des contrées étrangères, le seul point de repère qui lui permet de savoir d'où il vient, en cas d'errance, c'est
le lieu où on a enterré son cordon ombilical. Ceux qui ont cru que le corps de Lumumba est à jamais perdu, oublient que le cordon lie Lumumba à sa mère, à maman Pauline qui est décédée récemment, son épouse, à ses enfants, dont j'ai fait la connaissance, Roland et tous les autres, qui me connaissent très bien, qui connaissent qui est Kofi Gomez par rapport à Lumumba. Je voudrais dire que ce qui nous relie par-delà la mort, c'est le serment de fidélité aux ancêtres. Et ce serment, nous ne pouvons le faire qu'à partir du lieu où les ancêtres ont d'abord prospéré, qui est la vallée du Nil. Et l'homme qui nous a montré d'où nous venons, où est la source, s'appelle Diop Chemanda. C'est un savant de la dimension de la source. Ce n'est pas un savant qui enfonce des portes ouvertes, tant s'en faudrait. Voilà pourquoi c'est peut-être le savant le plus important que l'humanité ait connu depuis Imhotep. Voilà pourquoi je tire également ma référence chaque fois que je suis amené à utiliser son nom. Son nom. Son nom. Cheikh Anta Diop. Oh, l'Osiris. Il écrivait. Et je finirai sur ça. Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Ici, sans chez lui, il n'y a point dépaysé, comme le serait tout autre homme, qu'il soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres. Autant la psychologie et la culture révélée par les thèses égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Kémites de tous les continents, unissons-nous, vive libre ou mourir, nous vaincrons. Hotep! Hotep, merci d'avoir été en notre compagnie pour ce 34e live qui vient de nous donner l'occasion de traiter du grand ouvrage classique de la Renaissance kémite de Thomas Kanza, Ascension et chute de Patrice Lumumba, ouvrage récemment traduit de l'anglais au français chez un éditeur de la place. L'ouvrage original a été écrit en anglais, Rise and Fall of Patrice Lumumba. Cet ouvrage sera disponible bientôt à la librairie et nous vous invitons à passer le découvrir. Le rendez-vous vous a été proposé à partir de Tameri Sematawi, librairie Camille Panafricaine, située au 15 17 19 rue du Chalet, dans le 10e arrondissement à Paris, au métro Belleville. Nous sommes joignables au téléphone 06 10 82 29 18. Vous pouvez nous écrire par mail sur tameri75@aol.com. Ce programme vous a été proposé en direct sur notre compte Facebook Tameri Sematawi et il sera enregistré et diffusé sur notre compte YouTube Tameri Sematawi Mahat. Alors, Sechkovi, qu'est-ce qui est prévu dans la semaine pour nos auditeurs, nos téléspectateurs et nos lecteurs? Qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu prévois? J'étais parmi les grands admirateurs et même les contributeurs de la télévision Afrique Média, qui d'ailleurs émettait depuis le Cameroun. À un certain moment, cette télévision, par l'enseignement qui était diffusé et par les analyses géostratégiques lumineuses, le mot n'est pas trop fort, du président Bandakani, cette télévision avait apporté des éléments très importants pour comprendre les mécanismes monétaires de la domination de l'Afrique par la France-Afrique, pour comprendre notamment les stratégies des grandes puissances occidentales pour empêcher l'Afrique d'accéder à la souveraineté, et aussi les discriminations subies par les Africains qui vivent dans les pays occidentaux, mais aussi les ponts d'or que nous faisons aux expatriés occidentaux, qui eux-mêmes sont immigrés et migrants, mais se font appeler coopérants. Donc, notre position est celle-ci. Depuis un certain temps, Afrique Média est devenue une tribune sur laquelle Bandakani déverse un certain nombre de contes vérités qui égarent la jeunesse camerounaise. N'eût été d'ailleurs la plainte de cette jeunesse qui en a assez de cette bouillie éclectique, je ne serais pas intervenu dans cette affaire camerouno-camerounaise. Mais il y a 3 événements qui m'ont amené à faire une clarification et une mise au point. 1. Bandakani prétend que le christianisme et l'islam ne sont pas des religions étrangères à l'Afrique. Et que les Africains se reconnaissent parfaitement à travers le message de ces religions. Je voudrais savoir d'abord de quels Africains il parle. Et deuxièmement, quelle qualité il a pour parler de l'appartenance ou non du christianisme et de l'islam à l'Afrique. Est-il historien? Est-ce qu'il a des documents? De quoi il parle? Parce que j'ai noté aussi un ton professoral et inquisiteur de la part de cet impétrant Bandakani. Voilà la raison pour laquelle. Il a ensuite dit que Paul Biya est une chance pour le Cameroun et que c'est un bouclier contre les puissances occidentales et même un panafricanisme. Donc nous ne savons pas au nom de quoi il se prononce sur le bilan calamiteux de Paul Biya, en présentant cet homme comme un rempart contre tous les malheurs, alors que cet homme est lui-même un protagoniste des malheurs. Donc soit Bandakani est un rallié de la dernière minute de l'écurie de Biya, et à ce moment il nous le dira, soit il se trompe de casting. Et je m'interroge sur sa lucidité, sa clairvoyance intellectuelle. Par conséquent, nous n'admettons pas de telles analyses parce qu'il dit qu'il est maître de la géostratégie. Là, ce n'est pas de la géostratégie. Il navigue à vue. Voilà notre position. Et troisièmement, Bandakani se permet de dire que Ouattara a élargi Madame Simone Babo. Ouattara a fait une amnistie. Alors qu'on sait très bien que ce sont ces maîtres qui lui ont dit « Fais ça !» pour donner l'impression qu'il y a une réconciliation. Parce que les nouvelles ne sont pas bonnes là-bas, à La Haye. Babo risque de sortir. Et Blé-Goudé aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bandakani dit qu'il salue le courage de Ouattara. Mais attends, qui lui il est pour savoir qui a du courage et qui n'en a pas? Moi, je pense même que lui, Bandakani, n'a pas de courage. Sinon, il n'aurait pas tenu de tels propos. J'ai donc proposé de faire un live à destination de la jeunesse africaine pour montrer en quoi le judaïsme, le christianisme et l'islam sont non seulement des religions étrangères à l'Afrique, mais des religions qui ont été imposées à l'Afrique par le glaive et l'épée, dans la violence et le sang. Et si Bandakani dispose d'éléments d'information extraordinaires
qui lui permettent de pontifier du haut de sa chaire professorale, eh bien, il les donnera. Et donc, je le ferai mercredi à 19 h. Et je demande à toute la jeunesse camerounaise d'être assidue. Je ne parlerai pas de Bandakani parce qu'il n'a aucune compétence en la matière. Je vais tout simplement donner les faits. Je m'en tiendrai aux faits. Maintenant, si Bandakani, parce que je sais qu'il va écouter, tous les nègres vont lui dire qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Kofi Gomez a dit que tu es incompétent sur ces questions et que tu pontifies sur des questions que tu ne connais pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bandakani va vouloir réagir parce que c'est un monstre d'orgueil. À ce moment-là, je lui propose un débat. Un débat public, ouvert, contradictoire, sur Afrique Média, justement. Donc, je ferai ça en duplex depuis Paris. Je ferai ça depuis Paris. Et Bandakani sera dans les studios là-bas. Et on fait le débat, donc je vais demander... D'ailleurs, ça va faire une bonne publicité pour Afrique Média. Hein? Parce que le grand président Bandakani est en train de donner ses lumières sur l'histoire du judaïsme, du christianisme. Ça, c'est inédit. Ça mérite un déplacement. Donc, je dis que dans l'hypothèse où il accepterait cette solution, ce qui me paraît être la seule honnête, face à la persistance des désaccords, dans cette mesure seulement, eh bien, moi, je garantis, en toute sérénité ce soir, que le résultat est connu d'avance. C'est-à-dire que nous allons donner une leçon inoubliable à Bandakani qui lui permettra de ne plus jamais aborder de tels sujets avec cet esprit de dilettante et aussi cette innocence apparente. Et puis son Jésus dont il parle. Son Jésus dont il parle. Eh bien, je vais lui offrir l'occasion ce jour-là de me convertir. S'il n'a pas peur des tâches insurmontables et impossibles, il va me convertir en direct. Donc voilà, il faut de temps en temps aussi apporter de l'animation. Et j'ai cru devoir proposer cela pour mobiliser la jeunesse camerounaise. Parce que sur la vidéo que j'ai présentée, mais Bandakani conteste même ce que dit le doyen Domi Fakoli. Il dit des choses très graves. Ils ont emmené aussi un Sénégalais là, qui dit que lui il est musulman et qui explique aussi l'origine des religions à partir du Coran. C'est quoi ça? Donc devant cette confusion entretenue, Kofi Gomez va mettre une clarification qui permettra à chaque personne d'être édifiée pour de bon. Parce que sur cette question sensible, il n'est pas question de plaisanter. Voilà ce que j'avais à dire. Et je m'adresse à Bandakani lui-même. Il n'a qu'à rester dans son domaine. Il fait de la politique, il a un parti. Je dirais un groupuscule politique. Dont il est le président. C'est pour ça qu'on l'appelle président Bandakani. Qu'il fasse la politique. Bon, qu'il fasse aussi la géopolitique. Où apparemment, il fait de bonnes analyses quand même. Puisque comme je l'ai dit, j'étais un de ceux qui apprenaient beaucoup. Mais là, je crois que son étoile est en train de pâlir. Et je vais rallumer la flamme avec beaucoup d'envie et de passion. Dimanche prochain, je vais réunir cette fois-ci les afro-descendants de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, d'Haïti, pour leur raconter le calvaire. Parce que il y a un auteur qui a écrit le Code noir ou le calvaire de Canaan. Voilà. Ce n'est pas le calvaire de Canaan en fait. C'est le calvaire de l'Africain déporté que symbolise Canaan. Donc je vais expliquer pourquoi il y a eu le mythe de la malédiction noachique de Canaan et pourquoi ils ont utilisé ce mythe dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne et dans la tradition musulmane pour faire croire que l'homme noir est une créature qui a pactisé secrètement avec le diable. Et ce jour-là, je vais faire le portrait du diable pour la première fois.
il y aura une conférence au cours de laquelle je vais faire comparaître le diable, puisque j'ai demandé à Jésus de venir, il refuse. Même quand il y a des catastrophes et des génocides, il ne vient jamais. Donc cette fois-ci, je sais que le diable, lui, il est toujours au rendez-vous. C'est pour ça que le monde se porte si mal. Et moi, je vais faire le portrait du diable. Je vais le faire comparaître parce qu'en fait, j'ai des pouvoirs, je suis un chaman. Et après l'avoir fait comparaître, je vais lui annoncer la chronique des catastrophes à venir. Donc ces catastrophes font que, sous nos yeux, nous avons tous les signes avant-coureurs de la déliquescence des mœurs et de la dégénérescence morale de ceux qui prétendent être les maîtres du monde et qui mènent le monde vers le chaos. Le diable va parler. Et le diable va dire que non, il n'a rien à voir avec les nègres. Mais ceux qui l'ont envoyé, eh bien ceux-là, ils vont sortir maintenant pour l'accompagner. Parce que le diable n'aime pas en fait la lumière. Voilà pourquoi on dit 7 lombriens. Il aime l'ombre et les ténèbres. Si tu t'amuses dans les ténèbres avec lui, tu es fini. Par contre, si tu l'entraînes vers la lumière, il est aveugle. Parce que c'est un albinos qui est aveuglé par les rayons de l'art. Voilà ce que je vais dire honnêtement. C'est une prophétie. Je vais prophétiser. Et cela va marquer la période qui va venir, c'est-à-dire le cycle de la méditation spirituelle de Corville. Je vais entrer maintenant en méditation. À partir de ce moment-là, je vais entraîner avec moi tous les nègres qui sont déjà purifiés à cause du feu sacré de la Maat. Donc voilà ce que j'avais à dire pour dimanche. Quant à ce que j'avais dit sur Bandakani, cela n'enlève en rien ma sympathie et mon amitié pour Bandakani. Mais dans ce que je vais dire, je vais empêcher les Africains de suivre de mauvaises idées dont je suis sûr qu'elles ne proviennent pas de Bandakani lui-même, qui est un être profondément estimable et humain. Mais justement, si on n'enlève pas le démon du corps des gens, eh bien les gens demeurent endiablés, même s'ils sont des gens bien. Donc nous allons en finir avec ce désordre instauré par Bandakani depuis plusieurs mois. Voilà ce que nous allons faire. Et nous allons le faire mercredi. Ok, donc deux nouveaux rendez-vous dans la semaine. Mercredi, un live sur, disons... Non, le thème, je peux vous le donner. Voilà. Hein? Le thème, je vous le donne. Voilà, vas-y. Il n'y a pas le nom de Bandakani dedans. D'accord, ok. Parce que je n'ai pas envie de personnaliser ces échanges. Ok. C'est sur la conquête génocidaire de l'Afrique par les tenants des religions abrahamiques révélées. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc la conquête génocidaire de l'Afrique par les tenants des religions... Non, des 3 religions. Par les tenants des 3 religions abrahamiques révélées. Dites révélées. Dites révélées. Donc à savoir le christianisme, l'islam et le judaïsme avant. Merci. Ok, et le dimanche, il sera donc question de ce thème sur le calvaire. Non. La comparution du diable. Et le mythe du calvaire de Canaan. Ok, la comparution du diable et le mythe du calvaire de Canaan. Voilà. Ça, c'est le thème que le Sèche Covid nous propose comme conférence pour dimanche après-midi à partir de 15h. Ouais. Nous vous invitons tous à ces rencontres ou à ce live et nous vous remercions d'avoir été en notre compagnie et nous remercions tous ceux qui sont dans la salle et qui nous ont accompagnés depuis au moins 4 heures du temps. À très bientôt, à tout le monde. Au tête. Au tête.